Et c'est parti, on démarre. Donc, bonjour à tous. Ça y est, il est 11h08. On peut démarrer ce cinquième webinaire. Voilà, ce qu'on disait, c'est que euh, on est vraiment hyper heureux que ça fonctionne bien, qu'il y ait beaucoup de monde qui suive. En même temps, le confinement fait que je pense qu'on est tous azimuts sur pas mal de sujets. Nous, on essaie d'organiser ça de manière assez récurrente. Il y en a eu donc 2 cette semaine, il y en a 2 la semaine prochaine et je pense qu'on va continuer à proposer du contenu. Peut-être un petit mot sur qui je suis, qu'est-ce qu'on fait enfin, dans quelle entreprise je travaille. Moi, je suis Alexandre, je fais donc partie de l'équipe d'Emera. Emera, c'est un accélérateur de start-up créé par et pour des entrepreneurs. On a plusieurs activités. On fait de l'accompagnement de jeunes startups innovantes, on fait du coworking et de l'événementiel physique et en ligne. Physique par l'intermédiaire d'un lieu qui s'appelle la Alemera, qui est une ancienne usine qui a été entièrement rénovée dans le centre de Bordeaux, qui bien évidemment est fermée pendant le confinement. Et de fait, du coup, voilà, on organise pas mal d'événements en ligne. Ça fait déjà un petit moment qu'on en organise. 3 ans plus exactement, puisqu'on a eu souvent l'occasion de faire intervenir des intervenants qui n'étaient pas à Bordeaux. Et voilà, pour nous, le travailler en ligne, c'était aussi important. Quelques mots sur l'écosystème. On a accompagné 25 boîtes depuis la création. On a un réseau de mentors et de partenaires. Et voilà, aujourd'hui, on a 2 espaces de coworking, donc à peu près 3500 mètres carrés d'espace de coworking et 700 mètres carrés d'espace événementiel. Euh, voilà une petite photo de famille qui commence à dater un petit peu, mais voilà, qui fait toujours du bien au moment où voilà, on est un petit peu tous à la maison. Euh, Qu'est-ce qu'on fait en fait pendant la période de confinement? On fait 3 choses. La première chose, c'est que euh, on organise régulièrement des webinaires, comme je vous l'ai dit. J'en profite pour faire la promotion du prochain, qui est mercredi prochain à 12h30. Je vous partagerai le lien sous peu, avec une de nos startups, donc une fondatrice, donc Marine, qui est la fondatrice de Lucine, qui est une boîte en e-santé, qui, elle, un super témoignage sur comment nous avons passé 30 salariés en 100% de télétravail en 48 heures. Donc, moi, je l'avais eu au téléphone déjà il y a 2 semaines. Elle m'avait un petit peu raconté les péripéties et elle a essayé de positionner ça justement pour pouvoir partager ce témoignage. Et c'est mercredi prochain à 12h30. Euh, Tous les webinaires qu'on organise et d'ailleurs aussi beaucoup d'événements qu'on organise sont mis en ligne sur notre page Facebook. Donc, on a des ressources, on commence à avoir des ressources assez intéressantes, vidéos sur la page Facebook d'Emera. Et encore une fois, je vais vous partager dans le chat dans quelques instants. Et enfin, alors ça pour le coup, on a vraiment, depuis qu'on organise des webinaires, on a été extrêmement sollicité pour organiser des formations en ligne justement sur comment organiser une formation à distance. Euh, alors on l'a fait avec des instituts de formation, avec des ETI, des grands comptes aussi, et ça fonctionne bien. On commence en fait vraiment à avoir une vraie méthode sur organiser un travail, organiser une formation en ligne sur comment prendre la parole à distance auprès de ses salariés et autres. Donc, en tout cas, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous solliciter. C'est plutôt à destination des entreprises, mais voilà, en tout cas, avec plaisir pour en discuter. Voilà également une photo de la Alemera. Donc, si vous avez l'occasion de venir, vous êtes les bienvenus après le confinement, bien sûr. Et enfin, du coup, je vais parler de Sophie. Sophie, tu es avec nous, du coup? Oui, je suis avec vous. Est-ce que vous Ouais. m'entendez? Oui, Yes, on t'entend nickel, on te voit super. nickel. Peut-être un petit mot sur comment on s'est rencontrés, en fait. C'est par de là un petit peu ce webinaire. On s'était rencontrés quoi, il y a un an et demi sur Ouais, peut-être Bordeaux. même deux, je pense, quand je suis Ouais, arrivée à Bordeaux. Ouais. ouais, c'était il y a un petit moment. Et c'est vrai on avait discuté. Toi, tu venais d'arriver à Bordeaux avec une expertise quand même, enfin une expérience plutôt assez intéressante justement en communication de crise. Et alors, c'est vrai que nous, dans notre écosystème, dans nos startups, on n'avait pas réellement de besoin en fait, mais c'est vrai que c'est un peu inopiné quoi. La communication de Mm. crise, ça vient, on s'en rend pas compte. Et j'avais trouvé ton approche assez intéressante sur le sujet. Et du coup, en fait,
ça faisait un moment qu'on s'était dit, ben, on va faire un atelier, on va proposer justement un atelier chez Emera. Et bah, pour diverses raisons, on l'avait jamais vraiment calé. Et là, je pense que c'était l'opportunité de l'organiser. Mm. Donc voilà, on est ensemble à peu près pendant 30-40 minutes. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Je te laisse la main du coup Ouais, sur ton contenu. oui. Check. Donc bonjour à tous. Voilà, on voit pas encore ton écran du coup. Je te laisse partager ou si tu es… On va y aller comme ça. Ah oui, voilà, ça, check. Yes. Partager l'écran. Partager l'écran. Voilà. Ok, parfait. Ben, on te voit bien. Je me mets en mute et Super. je coupe ma vidéo pour Ok. sauvegarder un peu de bande passante, mais je suis à distance avec Ouais. le chat. Et s'il y a des Super. questions, je te fais signe. Super. Donc, bonjour à tous. Je suis Sophie Dery-Lautrec et comme dit Alexandre, on va profiter de ce sujet qui nous concerne tous et qui nous confine tous, la crise du coronavirus, pour voir un petit peu comment on peut continuer à communiquer dans cette période et comment ça nous impacte et quelles sont les opportunités. Juste brièvement, Alexandre disait, voilà, citer l'expérience que j'avais avant de venir à Bordeaux. Donc, en effet, je suis une experte de la communication corporate et com de crise. J'ai notamment été directrice de la communication de crise chez L'Oréal jusqu'en 2017 avant d'arriver à Bordeaux. Et aujourd'hui, j'enseigne cette matière à l'EFAP, qui est une école de communication, sur les enjeux de la communication de crise et l'influence. Alors, c'est vrai que là, je suis bien contente de ne pas être de pas être sur le front, de ne pas être avec tous les enjeux que le gouvernement doit affronter aujourd'hui, parce que c'est vraiment un travail d'équilibriste et on peut critiquer ce qu'ils font, mais c'est quand même pas évident de naviguer dans cette incertitude. Et ça, c'est un des points fondamentaux de la communication de crise. Et aujourd'hui, mon travail, c'est plus de valoriser les histoires, les parcours, les valeurs des entreprises et des startups avec lesquelles je travaille. Mais c'est un petit peu ce qu'on va voir aujourd'hui. Voilà, dans cette période de crise, comment on peut continuer à raconter des histoires ou quelles histoires on peut raconter sans tomber dans des erreurs de communication qui pourraient coûter cher. Je vous ai mis mes contacts, je vous les remets à la fin. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions à l'issue de cette présentation. Et puis, commençons tout de suite avec quelques fondamentaux. Donc, on va voir quelques fondamentaux, puis après, les conseils que je peux vous distiller. Les fondamentaux, c'est évidemment qu'une crise, c'est quelque chose qui surgit comme ça, un petit peu comme cette crise du coronavirus, qui est non anticipée et qui nécessite une organisation ad hoc de notre structure. Il faut qu'il y ait un impact sur le business et la réputation, sinon ce n'est pas une crise pour mon entreprise. Et quand on dit qu'il faut que ce soit connu de l'externe, c'est surtout pour les crises qui peuvent être, par exemple, internes et d'un coup, il y a un article de presse ou ça sort sur les réseaux sociaux. C'est vraiment cette viralité qui va ensuite donner un petit peu la taille de la crise. Alors, il y a une multitude de sujets. On voit beaucoup de sujets qui sont liés à l'activité de l'entreprise, que ce soit du fait de son implantation géographique, par exemple, l'incendie de Lubrizol, d'un dysfonctionnement au niveau de l'usine, que ce soit du fait des produits et services que l'entreprise produit ou de la parole d'un de ses représentants, comme on avait vu avec l'affaire Benalla. Mais de plus en plus, on voit qu'il y a des sujets externes qui impactent également les entreprises et qui nécessitent des réponses des entreprises. On a notamment souvenir de catastrophes naturelles comme l'éruption du volcan islandais, évidemment les attaques terroristes, le Brexit qui change la donne un petit peu sur comment on fait du business avec nos amis anglais. Et puis récemment, la taxe Trump qui impactait beaucoup des activités, notamment dans le sud-ouest avec le vin qui était impacté. Et alors le coronavirus dans tout ça, c'est vraiment une crise sanitaire mondiale. On est sur le côté crise sanitaire. Je ne vous rappelle pas les chiffres, mais il y a beaucoup de cas, notamment de décès. Et en France, alors ce n'est pas le dernier chiffre d'aujourd'hui, mais il y a plus de 4000 décès dans les hôpitaux. Et ce que disait Claude Évin, que j'ai trouvé intéressant, et ce qui rappelle que c'est vraiment quelque chose qui relève de la crise, c'est qu'on découvre au fur et à mesure
de l'épidémie, des situations qu'il était impossible d'anticiper. Ça, c'est un petit peu pour dédouaner le gouvernement sur sa manière de gérer la crise. Et d'autres ministres d'autres anciens ministres ont pris des positions assez similaires. Voilà, c'est vraiment ce côté difficile à anticiper qui en fait, et puis l'amplitude qui en fait une situation de crise. Mais du coup, nous, en tant qu'entreprise, en tant qu'experts de ces domaines-là, en quoi ça nous impacte? Évidemment, il y a le côté potentiel impact RH, hein, si on a des décès ou des cas dans notre entreprise. C'est le cas, par exemple, avec Carrefour, qui a eu un décès parmi ses salariés. Donc ça, c'est un des impacts que peut avoir la crise sanitaire. Mais en fait, le vrai impact, c'est du fait de la décision du gouvernement et des gouvernements de prendre des mesures de confinement. Et c'est ça qui en fait une véritable crise économique et crise pour nos entreprises. C'est d'ailleurs ce que dit Xavier Timbaud, le directeur de l'OFCE, un institut de recherche, que l'impact économique de la crise est dû à la réponse apportée par les gouvernements, qui est celle du confinement. Alors, oui, en quelques mots, c'est une partie de l'économie qui est à l'arrêt. Je crois que parmi nous, il y a des restaurateurs, donc ils voient ce que c'est l'économie à l'arrêt quand on dit du jour au lendemain que leur restaurant doit fermer à minuit, puis le reste de l'économie qui est aussi impacté du fait de ces décisions, les fermetures d'écoles qui ont un impact sur l'absentéisme des parents, le chômage partiel pour plus de 3 millions de personnes en France, une baisse de la consommation estimée à 35% selon l'INSEE et un coût pour l'économie française estimé à 60 milliards d'euros par mois. Donc, c'est vraiment une grosse crise économique pour l'ensemble de notre écosystème en France et dans le monde, évidemment. Mais là, on se concentre un peu sur la France. Et du coup, la question, c'est de savoir, est-ce que c'est une crise pour mon entreprise? Parce qu'on n'est pas tous touchés au même niveau, on n'est pas tous impactés de la même façon. On voit qu'il y a certains qui arrivent à tirer leur épingle du jeu, qui arrivent à continuer leur activité. Il y en a même qui sont débordés. Et puis dans l'alimentaire, par exemple, ça marche plutôt bien. Donc la question, c'est est-ce une crise pour mon entreprise? Et c'est une question que vous devez vous poser ou que vous êtes sûrement déjà posée parce que ça fait 3 semaines maintenant qu'on est en confinement. Et du coup, de savoir quel est l'impact sur mon business ou ma réputation et est-ce que cela nécessite une adaptation de mon organisation. Face à ça, comment communiquer dans cette incertitude parce que ce n'est pas vous qui avez la maîtrise de la sortie de crise. Donc, il y a une situation que l'entreprise ne maîtrise pas, ce qui est assez inédit dans une gestion de crise, c'est qu'on n'a pas la maîtrise de la sortie de crise. Et comment communiquer face à une crise qui s'inscrit dans la durée. On voit, on n'est pas dans une sortie immédiate du confinement et ça fait déjà 3 semaines qu'on est confiné, donc je pense qu'il y a des choses qui ont dû se mettre en place de votre côté. Mais voilà, c'est un petit peu tous ces enjeux-là qui vont nous intéresser. Sophie, Oui. j'en profite justement pour rebondir sur ta slide, puisque au niveau du sondage, donc sur 27 votants, on a 50% qui sont extrêmement impactés donc dans leur activité et 40% moyennement. Ouais. Donc, et après, en termes de profil, on a une majorité d'entreprises 1 à 10 salariés, donc probablement des indépendants, start-up, agences ou voilà, petite structure. On a, et enfin, voilà, on a une majorité de personnes indépendantes et de fondateurs sur D'accord. le webinaire. Et des salariés. Oui, très bien. Merci. Et juste pour se rappeler un petit peu quand même qu'il y a des opportunités, juste en termes d'étymologie, en grec, le mot crise veut dire décider, faire un choix. Et décider, faire un choix, c'est forcément à un moment donné prendre des chemins qui vont nous ouvrir des opportunités. Et en chinois, on l'a beaucoup vu circuler. Alors, j'ai demandé à une amie qui parle parfaitement chinois si c'était bien ça. Elle me dit que l'anagramme a évidemment beaucoup de signification, mais qu'en effet, on peut y voir cette double notion de risque et d'opportunité. Donc un petit peu cette vision asiatique du yin et du yang, les deux facettes d'une même chose dans le mot crise. Et en effet, c'est peut-être une opportunité et j'imagine que vous avez des choses à partager là-dessus, de revoir la manière dont on travaille, nos modèles économiques et pourquoi pas de voir un petit peu d'espérer un jour meilleur pour notre planète.
Alors maintenant qu'on a vu un petit peu ces fondamentaux, je vous propose qu'on regarde un petit peu ensemble 5 conseils pour communiquer. Alors avec ses clients, j'ai vraiment focalisé sur la partie communication externe. Évidemment, la communication interne est très importante, surtout si vous êtes seul un peu moins, mais si vous avez des salariés, évidemment. Et la cohérence entre le message que vous allez donner à l'interne et à l'externe est fondamentale parce qu'on sait aujourd'hui que tout ce qui est interne va pouvoir sortir à l'externe. Et si vous communiquez avant à l'externe, ben ça va donner un sentiment de grande frustration pour vos salariés. Donc, il faut bien qu'il y ait une cohérence dans les messages qu'on délivre à l'interne et à l'externe. Alors, ça fait 3 semaines qu'on est confiné, donc ces conseils s'appliquent un petit peu à la situation actuelle. On est moins dans l'émotion immédiate et les surprises que le confinement a pu générer chez tout le monde. Mais du coup, dans le premier conseil que je voulais vous délivrer, c'est de dire ce que vous faites, c'est-à-dire si vous ne l'avez pas déjà fait, mais j'imagine que vous l'avez déjà fait, où vous en êtes, en quoi vous êtes impacté et de tenir finalement votre clientèle informée de votre situation, si vous pouvez continuer à travailler, si vous travaillez de la maison, etc. Et c'est très important à double titre. C'est important parce que ça montre que l'entreprise fait face à la situation et elle tient compte de son environnement extérieur et qu'elle n'est pas complètement isolée de la situation que tout le monde vit aujourd'hui. Et ça permet aussi aux clients de ne pas rester dans l'incertitude. Et comme je vous le disais, il est important que toutes ces mesures aient été partagées et endossées par l'interne. On va voir, voilà, je vous ai mis différents exemples. Alors, comme on a pas mal de gens qui sont en région Aquitaine, je vous ai mis des petits exemples de ce que font nos collègues dans le coin. On a les Digital Pipelettes qui montrent comment elles arrivent à travailler malgré le confinement avec des nouveaux collègues de travail, ou Yego, qui est la start-up qui propose des scooters en libre service, qui explique un petit peu comment leurs scooters comment ils ont pris des mesures pour que les scooters puissent être utilisés et voilà, comment ils continuent à travailler. Deuxième conseil, qui est un peu plus actuel, c'est informer de l'évolution de la situation. Si la situation évolue, parce que le confinement dure davantage, parce que du coup vous arrivez en fin de stock si vous devez livrer des produits, ou parce que voilà, cela change un petit peu la manière dont vous avez appréhendé la crise initialement, ou l'impact de la crise pour vous initialement. Il faut le dire. Donc c'est important de le témoigner. Ça peut être comme pour les JO de le reporter, même si on les a critiqués d'avoir donné l'information un peu tard. On voit qu'il y a encore d'autres événements qui n'ont toujours pas été reportés. Ou ça peut être, par exemple, les grands groupes qui annoncent de manière un peu péremptoire qu'ils ne feront pas de chômage technique pour leurs salariés, tout ça pour ne pas peser davantage sur l'économie française. Alors, c'est Alors, vrai que si on, la question aussi, c'est à quel point, en fait, à quelle fréquence, parce qu'effectivement, continuer à communiquer, je pense que c'est essentiel, mais à quelle fréquence, en fait, qu'est-ce qui est une bonne pratique là-dessus? Enfin, c'est compliqué parce que ça dépend de la grosseur de la boîte, j'imagine. Oui, en fait, c'est un point qu'on va continuer qu'on va aborder juste un petit peu après dans les autres conseils. Ok. C'est vrai que la fréquence, voilà, ça dépend un petit peu de l'habitude de communication de l'entreprise. C'est vrai qu'on a vu, je pense, vous avez tous vu dans vos emails des newsletters dans tous les sens. Certains communicants ont d'ailleurs un petit critiqué le fait qu'elles aient toutes la même construction et un petit peu toutes, voilà, qu'elles soient un peu toutes bien pleines de bons sentiments. Mais voilà, moi, je vous ai mis quelques exemples par rapport à comment informer sur l'évolution de la situation, notamment pour les sites Internet et les sites Internet qui décident ou non de fermer leur accès. Et je trouve que c'est assez intéressant parce que ça dénote un petit peu la question de l'adéquation du discours et de est-ce qu'on est vraiment approprié ou non. Moi, ça m'a un petit peu choquée quand je recevais au début du confinement des emails sur les soldes, etc. Alors que bon, je pense qu'il y avait d'autres choses auxquelles penser.
évidemment, il y a le côté pour les entreprises de continuer l'activité. On verra après comment on peut continuer comment il faut envisager la sortie de crise. Mais là, je vous ai mis quelques exemples. Donc, je trouve que Princess Tam Tam, c'est assez intéressant parce qu'ils ont d'abord décidé de fermer leur boutique. Ils en ont informé leur clientèle et puis ils ont décidé de fermer le site de e-commerce. Donc ça, c'est une évolution par rapport aux décisions de durcissement du confinement et par rapport aux mesures internes qui pouvaient, comment assurer la sécurité de leurs salariés et de leurs prestataires. Et c'est vrai que je trouvais ça plutôt intéressant d'avoir une explication par rapport à leur activité. Minelli, voilà, on reçoit des mails alors vous allez dire que je suis focalisée sur la mode, hein, je me suis peut-être un peu trop abonnée à des, j'ai peut-être envie de consommer en ce moment, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, ils annoncent des grosses soldes et ça peut paraître un peu étonnant en cette période. Et surtout, on se dit comment ils assurent et comment ils garantissent les livraisons, le travail dans les entrepôts, etc. Et ils expliquent dans leur newsletter voilà, que cela a soulevé des questions au sein de nos équipes et qu'ils y apportent une réponse. Ils y apportent leur réponse en expliquant comment ils assurent la sécurité et garantissent les livraisons, bien qu'il puisse y avoir des retards dans les livraisons. Donc, c'est assez intéressant de voir qu'eux, ils ont pris cette décision de continuer, mais ils expliquent quand même comment à leur clientèle, parce que c'est quand même une période où on a besoin un petit peu d'être rassuré et de savoir que l'entreprise chez qui on va consommer exprime aussi une certaine forme d'empathie et de responsabilité par rapport aux enjeux actuels. À l'inverse, VP, c'est vrai que c'est assez dommage quand on va sur leur site, on reçoit pas mal de nouvelles ventes, etc. Et puis, il faut se référer, il n'y a aucune information sur leur site internet, il faut se référer à leurs questions et réponses pour enfin voir quelque chose sur le Covid et après avoir cliqué sur 15 000 liens, trouver un petit peu la manière dont ils se sont organisés et comment ils travaillent. Et ça, c'est un petit peu dommage parce que c'est vrai qu'on se pose tout de suite la question quand on pense à des sites en ligne et notamment des gros sites comme BP avec leurs gros entrepôts, etc. Comment ils assurent la sécurité et surtout quand on a vu aussi des témoignages de salariés d'Amazon notamment qui critiquaient un petit peu comment tout ça était organisé. Voilà. Donc, ça, c'est pour donner un petit peu un contre-exemple. Et tout ça pour dire que quand une situation évolue, quand la situation évolue du fait des nouvelles annonces gouvernementales ou alors d'une décision interne pour éviter la propagation du virus, admettons qu'on découvre que dans nos équipes, qu'il y a justement des cas de contamination et que ça risque de perturber l'organisation et la poursuite de l'activité, eh bien, il faut informer la clientèle en expliquant pourquoi on fait ces choix et si possible proposer des solutions de repli. Donc on l'a vu pour les salles de sport, ça peut être des délais prolongés, ça peut être expliqué aussi que du fait du télétravail, on va être un peu plus long à répondre aux emails ou ça peut être de devoir reporter un événement ou la réalisation d'une prestation. Quand on parle de reporter les événements, on a vu là le cas des JO où c'était un petit peu on a critiqué le fait qu'ils aient reporté un peu tardivement. Il y a d'autres événements qui n'ont toujours pas, d'autres événements de grande ampleur qui n'ont toujours pas été reportés. Là, il y a Wimbledon qui vient d'être reporté, mais le Tour de France est toujours maintenu. Ça, c'est pour les gros événements, mais on voit aussi que du côté des petites structures, les boîtes aussi sont obligées de reporter des événements. Bazar Bio, par exemple, nous indique sur sa communication sur les réseaux sociaux devoir reporter la célébration de son 10e anniversaire. Donc, ça touche absolument tout le monde. Et c'est vrai que c'est des mesures liées au confinement, mais qui sont nécessaires et nécessaire aussi de les expliquer. Et pour Bazar Bio, c'est aussi un moyen de rappeler qu'ils fêtent leur 10e anniversaire. Donc, ça peut être quand même d'une certaine manière positif de rebondir sur cette actualité-là pour eux. Une fois qu'on a vu un petit peu, voilà, qu'on s'est dit qu'il fallait évidemment communiquer avec nos clients, comment alors, c'est pas encore à quelle fréquence, Alexandre, mais c'est comment évidemment, pour les gros clients B2B, c'est par email ou par téléphone. Et d'ailleurs, en préparant cette présentation, j'ai
j'ai eu plusieurs personnes au téléphone pour savoir comment ils avaient travaillé, comment ils avaient envisagé ce début de confinement, et tous voilà, m'ont dit, évidemment, on a privilégié l'email ou le téléphone pour les clients, on a arrêté beaucoup de gens ont dû arrêter des projets qui allaient se dérouler et ne font que des projets en cours. Et pour l'ensemble des parties prenantes, pour les clients un peu plus externes ou prospects, etc., bah, à minima via les réseaux sociaux, le mieux étant un email ou une newsletter. On voit que quand même l'utilisation des newsletters permet de mettre un certain nombre d'informations, et on le verra après. Ça peut être un bon moment aussi de rappeler des informations fondamentales sur l'histoire de l'entreprise, comment on travaille, etc. Et puis, c'est important d'ajuster aussi le site internet. On voit beaucoup de sites internet encore qui n'ont pas du tout de mention, notamment des sites marchands qui n'ont pas du tout de mention du coronavirus, et au moins quelques informations sur comment ça impacte l'activité. Ça peut être un message sur la page d'accueil ou une fenêtre pop-up, là, comme on voit avec l'exemple de Petit Bateau. On a vu d'autres exemples comme ça, mais surtout ne pas juste mettre ça comme VP dans un coin sous le tapis. Voilà, je pense qu'on peut être assez transparent et humble par rapport aux mesures qu'on prend en ce moment, et les clients comprennent qu'on navigue un petit peu à vue. Les choses peuvent évoluer, mais c'est bien d'informer. Oui, ce que tu dis, Sophie, c'est qu'en fait, c'est intéressant de faire un parti pris, quoi, de prendre un risque, prendre un risque de prendre une décision et dire, bah, regardez ce qu'on fait, c'est vraiment prendre un parti, quoi. C'est en tout cas d'expliquer, voilà, bien que c'est pas forcément prendre un risque, mais c'est bien qu'il y ait cette situation. Nous, on continue, admettons que l'activité continue. Je pensais par exemple à certaines startups qui sont incubées, qui sont accélérées chez Emera. Et voilà, il y a une startup de pressing et de repassage livré. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui pour assurer que le service continue ou pas? Donc, est-ce que si moi je veux utiliser ce service, est-ce que je vais pouvoir l'avoir? Move Your Body, qui est une autre startup qui propose des cours de sport en entreprise, ben juste peut-être de dire, voilà, sur le site internet, en raison de la situation, notre activité est suspendue, mais on propose des cours en ligne, ou alors, juste quelque Alternative, quoi. chose pour garder le lien, Bien sûr. avec sa cible. Mm. Du coup, quel message? On a vu un petit peu les canaux, on a vu que c'était important de garder le lien. Quel message? Généralement, en communication de crise, on a 3 messages fondamentaux qu'il faut retrouver dans un message de crise: de l'empathie, un rappel des faits pour rester vraiment très lié et pas spéculer sur des choses à venir qui peuvent faire un petit peu un retour de bâton, et puis montrer qu'on est dans l'action. Donc, face à l'inquiétude, il faut rassurer sur les mesures prises, notamment pour protéger les salariés. C'est un peu ce que je disais sur comment les entreprises qui font du e-commerce rassurent sur les entrepôts et les mesures de sécurité. Face à l'incertitude, parler de ce qui est certain, c'est-à-dire qu'on ne peut pas forcément dire grand-chose, mais une bonne manière de faire, c'est de se référer aux mesures du gouvernement, parce que ça, c'est quelque chose sur lesquels tout le monde peut s'accorder que c'est eux qui décident un petit peu de la situation actuelle. Et puis, comme on n'a pas la maîtrise de la sortie de crise, c'est difficile de montrer qu'on est dans l'action. Mais il faut prendre ses responsabilités là où c'est possible, protéger l'interne, garantir le travail. Là, c'est un petit peu l'exemple de L'Oréal qui expliquait qu'ils allaient maintenir tout le monde sans chômage partiel. J'ai vu d'autres entreprises, même des petites entreprises, qui me disaient ça aussi. Si c'était possible pour elles, hein, évidemment, on sait qu'il y a des activités où c'est absolument impossible de continuer à travailler. Et pour les autres, il y a le choix d'avoir de la trésorerie immédiatement, ou le choix de ne pas mettre les personnes en chômage partiel et de trouver d'autres solutions, notamment avec le télétravail. Et voilà, c'est un petit peu
ces messages-là qu'il faut qu'on retrouve dans un message à communiquer à ses clients et toujours évidemment en lien avec l'ADN de la marque. C'est pas le moment d'essayer de devenir un poète si c'est pas l'ADN de la marque ou de jouer avec l'humour. Encore une fois, si c'est pas quelque chose que vous avez l'habitude de faire. Troisième conseil, ne coupez pas les ponts. Donc, on a vu au début de dire ce qu'on fait, d'informer sur l'évolution de la situation. Et puis, si l'activité est arrêtée, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à communiquer? C'est un petit peu la question que tu avais, Alexandre. Et à quel rythme? Moi, je dis oui. Alors, évidemment, il faut pas que ça spamme les gens, ou alors il ne faut pas que ça vous coupe d'autres actions qui pourraient être bénéfiques pour vous. Mais c'est important de profiter de ce moment-là et de ne pas couper les ponts avec sa clientèle, surtout si on est une jeune start-up, qu'on est en train de construire un petit peu d'étendre un petit peu sa notoriété. C'est important de profiter de cette période pour raconter comment on travaille, valoriser son histoire, les valeurs, les projets. Du contenu froid qui est a priori normalement disponible et qui peut mettre positivement en valeur la marque. Parler de vos équipes, des partenaires. On voit que l'humain marche très bien, en général en communication à l'heure actuelle et puis dans cette période de confinement. Et puis là, je vous ai mis 2 petits exemples. Robin des Bio, c'est une jeune start-up qui propose des petits pots bio fabriqués en Nouvelle-Aquitaine, pour laquelle j'ai la chance de travailler. Et là, on met en valeur des partenaires, des agriculteurs avec lesquels on travaille justement au local, pour valoriser la production locale de nos petits pots. Et puis Chartron Production avec Lucie qui a cette agence et qui décide de mettre en avant des projets vidéo et photos qu'elle a pu tourner par le passé sur ses réseaux sociaux. Donc voilà, c'est une bonne manière de continuer à alimenter ses réseaux sociaux, sa communauté. Surtout, comme je vous dis, quand on est en train de construire cette communauté, on ne voudrait pas que celle-ci, que tout ça s'étiole alors qu'on a fait du bon boulot auparavant. Quatrième conseil, préparer l'après-crise. Donc ça va un petit peu dans le lien de continuer à communiquer sans couper les ponts. On nous dit que l'économie pourrait connaître un rebond important. Je l'espère de tout cœur, une fois le confinement levé. Et selon les économistes, ce serait du fait de l'épargne constituée par les ménages en ce moment. Voilà. Donc il y a plusieurs théories de sortie de crise possibles, avec voilà, un rebond en V, en L. Voilà, il y a toutes les lettres de l'alphabet qui y passent. Mais en tout cas, à un moment donné, on va sortir quand même de cette période de confinement. Et nous, il faut qu'on se tienne prêt et qu'on prépare cette période post-crise où, on l'espère, l'économie va pouvoir redémarrer et votre business va pouvoir redémarrer. Alors, quelques idées pour préparer cet après-confinement et puis quelques questions. Est-ce qu'il faut continuer à démarcher les prospects? Donc là, on a parlé un petit peu de la communication avec les clients, un petit peu avec ses communautés, mais avec les prospects, qu'est-ce qu'on fait? Faut-il passer au tout gratuit ou tout remboursé? Et puis, si on profitait de cette période pour travailler la notoriété et aussi peut-être revoir les façons dont on travaille en interne. Donc, c'est ces 4 points qu'on va voir maintenant. Avec les prospects, c'est toujours la même chose, c'est un petit peu avoir une communication adéquate. Je vous ai mis un SMS que j'ai reçu cette semaine sur l'appartement que j'avais mis en location il y a 6 mois sur Internet. Et là, la personne me demande si je n'ai pas envie de vendre mon bien. Voilà, j'ai trouvé que c'était un petit peu, ça tombait un petit peu comme un cheveu sur la soupe, ce démarchage par texto sur un bien, voilà, où ils ne savent pas du tout où j'en suis en cette période. Mais du coup, j'ai un petit peu interrogé autour de moi et puis par les lectures que j'ai pu faire et mon analyse également. C'est vrai que c'est une période où c'est compliqué, ça dépendra du secteur, ça dépendra de votre activité, mais ça ne veut pas dire que tout démarchage est impossible. Par exemple, avec Robin des Bio, évidemment, là, on lançait le démarchage auprès des pharmacies.
c'est plus du tout le moment d'aller voir les pharmacies. Ils sont débordés par d'autres choses et c'est pas du tout pour eux la priorité de mettre des petits pots pour bébés dans leur pharmacie alors qu'il manque de masques et de produits hydroalcooliques et qu'ils doivent aussi conseiller les personnes qui viennent chez eux. D'autres startups vont dire ben non, il faut continuer parce que en mettant les formes, en adaptant le message, en espaçant les relances, mais il faut rester présent et c'est un petit peu ce qu'on se disait, ne pas couper les ponts, rester présent. Donc ça peut marcher aussi avec des prospects. Et puis Lucie qui me disait ben non, elle travaille uniquement avec les projets en cours. Les projets futurs pour le moment sont gelés et les prospects, bah, elles trouvent que ce n'est pas le bon moment pour le moment de les démarcher. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas mettre en avant son activité d'une manière un peu innovante et c'est ce qu'on va voir après. Mais voilà, la prospection pure et dure, le démarchage commercial pur et dur, il faut le gérer avec parcimonie. Sur la question du tout gratuit ou tout remboursé, il faut faire attention également parce que tout gratuit, ça dévalorise vos services et le tout remboursé, ça risque de faire un gros trou dans votre trésorerie. Alors, des solutions qui émergent, c'est plutôt des solutions un peu à la Canal+, qui me paraissent intéressantes, c'est-à-dire une offre limitée dans le temps. Et ça, l'intérêt, une offre de gratuité limitée dans le temps ou limitée sur un certain nombre de services. On voit par exemple des services en ligne de coaching ou de formation, ou là pour Canal+, des solutions médias accessibles en ligne sur une durée limitée. L'intérêt, c'est que ça permet de faire connaître vos services, de donner envie de continuer, de donner envie à voir vos services et potentiellement, après la crise, une fois que les ménages, les clients, tout le monde aura retrouvé un peu d'aisance budgétaire, pourra se permettre de s'offrir peut-être Canal+ ou un autre service que vous proposez. Par exemple, je pense à la start-up Move Your Body qui propose des cours de sport en entreprise. Aujourd'hui, elle ne peut plus forcément proposer ça, mais peut-être qu'avec des vidéos en ligne qui montrent un petit peu comment leur coach travaille, ça va donner envie à certaines entreprises de plus tard les contacter et proposer ça à leurs salariés. Donc, c'est un petit peu ce côté teasing, je donne envie pour le futur, je parie sur ce que sera le futur. Mais le tout gratuit ou tout remboursé, il faut quand même faire attention avec ça. Troisième point par rapport à ce conseil de préparer la sortie de crise, c'est en profiter pour augmenter votre notoriété et améliorer votre réputation. En général, certains croulent sous le boulot en ce moment, mais en général, on a un petit peu plus de temps et ça permet de prendre un peu de recul. Et c'est aussi les témoignages que j'ai reçus des différentes personnes que j'ai eues en contact en préparant ce webinaire. C'est vraiment, on a un peu plus de temps pour préparer le long terme, donc profitons-en. Et on le voit que c'est des recettes qui peuvent marcher. On voit des grandes enseignes qui se mettent à proposer des conseils, des cours de sport avec Decathlon, des journées cocooning avec l'Occitane et le footing qui propose de faire restaurant à la maison à défaut de pouvoir sortir en proposant des recettes de grands chefs. Donc voilà, rendre service, c'est aussi un moyen, Alexandre, notamment par rapport à ta question de comment communiquer, c'est aussi un moyen, et à quelle fréquence, c'est aussi un moyen de rester en contact avec sa cible en apportant quelque chose. Alors on a vu, ça peut être rendre service, ça peut être aussi, je ne l'ai pas mis là dans les exemples, mais proposer des activités un petit peu ludiques. On a vu Petit Bateau qui dit comment faire des activités avec ses enfants pendant le confinement, et puis d'autres enseignes qui font un petit peu qui rendent un petit peu des services ou qui donnent un petit peu des astuces pour rendre le confinement un peu plus ludique. Et ça, c'est plutôt bienvenu. Ça peut être également en s'impliquant et en agissant en tant qu'entreprise responsable. Alors évidemment, là, je vous ai mis les gros groupes, mais il n'y a pas que les gros groupes. On a vu donc ces gros groupes qui se mobilisent heureusement pour l'effort national. Total, qui est aujourd'hui dans une autre problématique, c'est qu'ils ont versé des dividendes. Alors, ils sont assez critiqués, mais sinon, ils avaient quand même décidé d'offrir de l'essence aux soignants.
LVMH et d'autres groupes cosmétiques qui fabriquent des produits hydroalcooliques pour les hôpitaux, et Petit Bateau et d'autres enseignes, des masques pour les soignants. Donc, voilà, on voit un petit peu que à la fois c'est quelque chose que la marque peut ensuite valoriser et qui fait aussi du bien à l'interne. Hein. Je ne l'ai pas mis non plus, mais si vous allez un peu sur LinkedIn, vous voyez que les employés de ces différentes entreprises sont assez fiers lorsque leur entreprise prend de telles décisions. Donc, c'est gagnant pour l'externe, c'est gagnant pour l'interne. Et c'est un coût quand même relativement limité pour une grosse entreprise comme ça. Mais ce qu'on voit et qui est plus intéressant pour nous, c'est que les startups font aussi cette démarche d'avoir un rôle citoyen, c'est-à-dire que, admettons qu'elles ne puissent pas délivrer leurs services comme elles ont l'habitude de le faire ou leurs produits en cette période, elles ne restent pas les bras croisés. Et là, je vous ai mis deux initiatives que je trouve assez intéressantes et assez pertinentes. Une initiative bordelaise avec la startup Ciblée, qui est spécialiste de générosité promotionnelle et qui a décidé de créer un site pour sauver les commerces de proximité. Comment ça se passe? En fait, on peut acheter dès à présent un bon chez un commerçant avec une petite réduction qu'on pourra utiliser dans un mois, dans 2 mois, quand le confinement sera levé. Et ça permet de donner un peu d'air et un peu de trésorerie aux commerçants. Et c'est un cercle vertueux pour le commerce et l'économie. Et en parallèle, pour eux, c'est une bonne manière de valoriser ce qu'ils savent faire, leurs services, et du coup, d'une certaine manière, indirectement, de prospecter et de préparer l'après-crise avec cette initiative qui les met en avant à la fois sur le plan solidaire et puis sur le plan technique et technologique de ce qu'ils ont réussi à réaliser en peu de temps. Une autre initiative, Pascaline Berthaud, fondatrice de The Disruptor, qui accompagne les grands groupes à innover à la manière des startups, et bien dans cette période un peu plus calme d'activité pour elle, elle a lancé en un rien de temps une application qui s'appelle Jet Covid, et je vous invite à aller regarder également. Et c'est une application qui nous invite ou qui nous aide à prendre part, nous, en tant que citoyens, à des initiatives à côté de chez nous qui pourraient avoir besoin d'aide. Donc, chacun peut aider à son niveau et elle répertorie un petit peu les différentes initiatives qui s'offrent à nous. Donc, je trouve que pareil, ça met en avant le côté à la fois citoyen et puis aussi la capacité en un rien de temps à se mobiliser, à proposer un service, à proposer une application. Donc, ça démontre deux qualités chez Pascaline et chez la startup ciblée qui sont, à mon avis, assez intéressantes. Enfin, on se disait que cette période un peu plus calme, pour certains, pouvait permettre de préparer l'après-crise efficacement en interne. Et c'est assez intéressant de se dire, pourquoi pas, dans cette période, profiter de se former davantage, de changer de logiciel, d'apprendre justement, comme dit Alexandre, à mieux travailler en télétravail. Avec les formations qu'Alexandre propose. Et puis, pourquoi pas aussi changer la manière dont les exigences que les clients peuvent avoir vis-à-vis de nous. On voit qu'il y a quand même des nouveaux modèles de pensée, de pensée du travail qui considèrent qu'on voilà, n'est pas censé être joignable H24 et qu'on peut considérer que nos clients attendent de nous des réponses 2 fois par jour et qu'on ne soit pas sollicité en permanence. Je vous raconte une petite anecdote, mais quand j'étais encore à la com de crise chez L'Oréal, il y a un nouveau collègue qui est arrivé et lui, il était en charge du digital, il avait un très haut poste. Et il m'a dit, écoute Sophie, je te donne mon numéro de portable à toi, il y a mon boss qui l'a, mais vous êtes les seuls à l'avoir, et pourtant il avait un poste très important sur le digital. Toi, parce que tu gères la crise, mon boss, parce qu'il faut qu'il sache où je suis, mais le week-end, je ne réponds pas à mes emails parce que j'ai fait un burn-out dans ma précédente boîte et du coup, aujourd'hui, je travaille comme ça. Et j'ai trouvé intéressant que dès notre premier rendez-vous, dès notre première rencontre, il a mis les choses au clair, il les mettait au clair avec tout le monde. Voilà, on s'habitue à ce que le week-end, il ne réponde pas aux mails et qu'il répondra le lundi matin. Et je pense que là, dans cette période, c'est aussi une période où on peut réfléchir à imposer une nouvelle façon de travailler parce qu'on a, disons, on a été contraint de changer un petit peu nos habitudes et du coup, c'est pas plus mal d'habituer nos clients aussi à un petit peu plus de distance,
C'est-à-dire qu'évidemment, tout ce qui est urgent, de le traiter rapidement, mais tout ce qui n'est pas urgent, de laisser un petit peu de temps parce qu'on est quand même dans notre vie avant confinement, on est quand même un petit peu dépendant de ces emails qui nous arrivent en permanence. Et c'est vrai que du coup, toi aussi, alors là, le parti pris, c'était justement de pas trop en parler sur ce webinaire, mais tu fais aussi un petit peu de communication interne, hein. Enfin, c'est aussi quelque chose que tu maîtrises. Oui, 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 c'est vrai que là, j'ai axé vraiment sur la com externe, mais c'est quelque chose qui est important. Bah, surtout aujourd'hui, l'interne, c'est vraiment les ambassadeurs d'une marque. Et encore une fois, ce que je vous disais par rapport à la fierté que peuvent avoir certains salariés de travailler pour les entreprises qui montrent un visage d'entreprise responsable, c'est gagnant-gagnant. Un salarié pour lequel on a valorisé ce que fait l'entreprise, ensuite va être content de venir travailler et content ensuite de le partager avec l'externe. Donc c'est vraiment deux mondes qu'il ne faut pas travailler de manière dissociée. Et Et c'est justement vrai sur que. Mhm. l'interne, je vous partage un témoignage de Guillaume Vanimoro, qui est DG d'une petite boîte dans l'agroalimentaire qui s'appelle l'Amandorle. Ils font du lait à base d'amandes et produits dérivés à base d'amandes. Aujourd'hui, ils ont de la chance, l'agroalimentaire est pas trop impacté par la crise. Évidemment, ça change leur manière de travailler. Il me disait, pour le moment, nous, on a tout ce qu'il faut pour tenir jusqu'à fin mai. Bah, évidemment, si ça dure au-delà, le confinement, ça sera beaucoup plus dur que lui. Mais ce qui était intéressant, je trouve, dans la manière de travailler en interne, c'est qu'il me disait, bah, avant la crise, moi, je voulais pas, je disais toujours non au télétravail. Et en fait, avec le début du confinement, on a dû très rapidement mettre un maximum de personnes en télétravail et organiser les réunions via Skype, Zoom et l'archivage via Google Drive. Et du coup, grâce à ça, il a vu que ça rebondit un petit peu sur le webinaire que tu organises la semaine prochaine, Alexandre, que c'était possible en fait de mettre rapidement tout le monde en télétravail et que ça se passe bien. Donc aujourd'hui, il a plutôt confiance dans ses équipes qui bossent bien et qui continuent à faire ce qu'il faut faire. Et demain, après la crise, évidemment que le télétravail sera quelque chose de beaucoup moins sensible pour lui à aborder et quelque chose que ses salariés pourront davantage lui demander. Donc ça, j'ai trouvé assez intéressant comme enseignement de ce confinement. Deuxièmement, il me disait ce qu'on se disait un petit peu sur le long terme. Voilà, il a décidé, lui, de ne pas mettre les fonctions commerciales en chômage partiel. Comme je vous le disais, il m'expliquait que oui, il aurait pu récupérer de la trésorerie immédiatement, mais il préfère travailler sur le long terme parce qu'en ce moment, c'est vrai que du fait de son secteur, il est un peu moins impacté que d'autres. Et en fait, il se rend compte que c'est hyper positif parce que tout le monde prend un peu de recul par rapport à l'activité, a le temps un petit peu de se poser, bien que voilà, on a les enfants, les monstres là qui sont dans nos placards et qui vont se réveiller tous bientôt parce qu'ils vont avoir faim. Mais en tout cas, il y a un petit peu de temps où ces commerciaux, ces équipes peuvent se poser pour proposer une stratégie un petit peu plus long terme. Et ça, c'est positif pour l'après-confinement parce que ça pourra aider l'entreprise à voir un peu plus loin, un peu différemment les choses et potentiellement à grossir davantage. Et enfin, un troisième point dans son discours que j'ai trouvé pertinent, c'est lui, sa manière en tant que directeur général de cette petite boîte de gérer son quotidien avec ses équipes. Habituellement, il y a toujours quelqu'un qui toque à sa porte et qui vient lui demander un petit peu qu'est-ce que je fais par rapport à ci, comment on répond par rapport à ça, etc. Et là, du fait du télétravail obligatoire, il s'est organisé différemment. Il a des réunions hebdomadaires ou quotidiennes avec les équipes. Il fait un point en fin de semaine avec l'autre directrice générale adjointe. Et lui, ça lui permet aussi de prendre un peu de hauteur et à la fois de mieux connaître les sujets et pas juste des bribes, mais d'avoir un peu une vision un peu plus globale sur les sujets et de voir ce que font les équipes au quotidien. Donc, je trouve que c'est des enseignements qui sont intéressants et c'est pour ça que je voulais les partager avec vous aujourd'hui. Et je remercie Guillaume, je ne sais pas s'il est en ligne aujourd'hui, je l'avais invité, mais je le remercie de tout cœur pour ces enseignements qui, à mon avis, sont intéressants à partager avec vous.
Sophie, Oui, il y a deux petites questions qui oui, sont intéressantes. Alors je vais juste les poser rapidement. Il y a la première de Edouard. Merci Edouard, du coup, qui dit Total a laissé échapper l'info d'un versement de dividendes de 1,8 milliard ouais, d'euros qui se confronte à la com des 5 millions de dons auprès du secteur de la santé. ouais. La désinformation et les fake news relativement crédibles, hein, je suis d'accord, ne peuvent-ils pas impacter négativement notre bonne intention dans notre stratégie de communication? Et comment Ouais. réagir face à ce genre de cas? Oui, alors oui, sur Total, c'est ce que je vous disais, hein, je l'ai mis en exemple par rapport à l'entreprise responsable, mais en effet, aujourd'hui, c'est tombé qu'ils avaient versé de l'argent, des dividendes. Et du coup, bah, on peut se poser la question. Évidemment, ça ternit un petit peu l'image d'entreprise sociale et responsable qu'ils ont voulu se donner, en tout cas la bonne image qu'ils ont voulu se donner. Et c'est pour ça que j'ai mis les exemples des grands groupes, mais il faut quand même prendre tout ça avec des pincettes. Heureusement, pour ma part, ayant travaillé chez L'Oréal, heureusement qu'ils mettent personne au chômage partiel et qu'ils utilisent un petit peu. Déjà parce que beaucoup de gens peuvent continuer à travailler, hein, il n'y a pas que des usines non plus en France. Mais voilà, heureusement que les grands groupes sont assez solidaires et mettent pas leurs salariés au chômage partiel s'ils peuvent se le permettre, au vu des résultats qu'ils nous annoncent à chaque conférence de presse sur les résultats financiers. Donc ça, c'est le premier point. Après, voilà, ils le mettent en avant, c'est bien, mais heureusement qu'ils font ça. C'est pour ça que j'ai insisté aussi sur les initiatives des startups qui, pour le coup, sont un peu moins dotées que les grands groupes et quand même arrivent à trouver des choses et des solutions assez innovantes. Et sur le deuxième point, les fake news, alors oui, c'est compliqué. Je sais que Instagram, Facebook, etc. sont très mobilisés pour éviter la propagation de fake news. Et oui, ça impacte la communication, mais après, je pense que si, à notre échelle, si on reste fidèle à l'ADN de notre marque et que on reste sur ce qu'on maîtrise, c'est pour ça que je vous disais valoriser du contenu froid, etc. On a moins de chances de tomber dans le côté fake news. Et du coup, il y a justement une question d'Aurélien qui justement enchaîne bien, qui dit justement la communication financière est-elle opportune en cette période, permettant de rassurer financeurs VC, hein, bien sûr, fonds d'investissement, partenaires bancaires, par exemple, sur la solidité de son bilan ou la résilience de son business? C'est un petit peu la même chose que ce qu'on se disait au début. Ça dépend du secteur d'activité, mais en effet, il faut rassurer les clients. On est dans une période d'incertitude. Il faut un petit peu dire où on en est et rester assez factuel sur la situation actuelle. Quand on se disait sur les messages de crise, il faut rester dans les faits. Il faut se dire ce qu'on fait à l'instant T et ce qu'on est capable de dire à l'instant T et pas spéculer sur quelque chose de futur. On l'a vu hein, dans les erreurs de communication. J'en ai pas trop parlé aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on a quand même beaucoup d'exemples en tête. Et puis, par exemple, en politique, François Fillon qui avait dit je ne me présenterai pas si, si je suis soumis à une enquête judiciaire, et il s'est quand même présenté aux élections présidentielles. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on dit dans une période sensible pour ne pas avoir à se dédire plus tard. Donc, si on a envie de rassurer ses investisseurs, pourquoi pas, son conseil d'administration ou qui sais-je encore, mais en restant prudent parce que, encore une fois, c'est pas nous qui avons la maîtrise de la sortie de crise. La maîtrise de la sortie de crise, on l'espère, c'est le gouvernement qui l'a, mais c'est même pas sûr qu'il l'ait vraiment. Donc voilà, il faut qu'on reste très prudent dans cette période où on a une visibilité au mois ou au jour le jour. Donc, voilà, ça c'est mon conseil par rapport à cette communication-là. Et du coup, ça permet d'aller sur le cinquième point, qui est éviter les erreurs de communication. Je vous ai mis quelque chose qui date, hein, évidemment. Sur les attentats, on avait France Littré qui avait mis un post sur leurs réseaux sociaux «Je suis Charlie». Évidemment, c'est un peu de l'humour déplacé. Donc, ce qu'on va se dire, c'est que l'humour, c'est bien et ça fait du bien. On voit en ce moment circuler beaucoup de choses plutôt positives et qui nous font rire et qui font du bien.
mais attention à son utilisation. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va servir votre communication? C'est pas sûr. Et face quand même à la situation sanitaire assez catastrophique, c'est pas forcément opportun pour une marque, si c'est pas son domaine d'expertise, d'aller sur le terrain de l'humour. Évidemment, si vous ne l'avez pas fait, mais je suis sûre que vous l'avez déjà fait, si vous avez des réseaux sociaux, revoyez votre calendrier éditorial pour éviter qu'il y ait une information qui sorte le 15 avril et qui soit complètement hors de propos, une promotion, voilà, quelque chose qui encourage les gens à sortir alors qu'on est confiné, etc. et qui pourrait être contre-productif pour vous. Et enfin, éviter de trop en faire. On voit là des grandes enseignes comme McDo, Audi, etc., qui décident de jouer avec leur logo sur la distanciation sociale. Hein, on le voit avec McDo au Brésil. Franchement, est-ce que c'est le moment de faire ça? Je pense qu'il y a d'autres priorités pour les agences de pub de se valoriser et d'autres priorités pour les grands groupes comme ça de communiquer sur justement ce qu'ils peuvent faire pour aider dans cette situation. Donc rappelons-nous que 60% des bad buzz sont dus à des erreurs de communication, donc ça vient pas forcément de l'externe, ça vient de nous. Donc faisons attention à ce qu'on raconte et sans vouloir jouer voilà celle qui donne des mauvaises nouvelles. Mais voilà, communiquons, mais faisons attention à la tonalité qu'on emploie. Restons en lien avec l'ADN de notre marque. Je pense que ça, c'est fondamental. Et avec la manière dont on a de communiquer. C'est pour ça que je vous recommande davantage d'utiliser du contenu que vous avez déjà, du contenu que vous pouvez mettre en avant, plutôt que de vouloir, en cette période, révolutionner et investir dans la communication. Gardez votre argent pour investir davantage plus tard, quand la situation se sera davantage stabilisée et que euh, vous pourrez toucher une communauté un peu plus large. Et du coup, il y a une question de Nicolas, justement, qui travaille dans la santé, dans une start-up en santé. Est-ce que l'on peut continuer une communication classique sans parler de la crise ou est-ce malvenue? Donc, en gros, est-ce qu'on fait un peu abstraction? Est-ce qu'on se veut rassurant en disant, bon, ben, Alors là-dessus, les avis sont partagés. Hein. Il y en a qui disent c'est bon, on n'est pas vu que c'est pas nous qui gérons la crise. Alors c'est un peu, après je vais modérer mon propos par rapport à la santé, mais c'est bien les bons sentiments, mais est-ce que toutes les marques doivent s'engouffrer là-dedans? Et d'autres qui disent on peut pas faire abstraction de la situation. Et moi, je suis plutôt partisane de ce point-là. On ne peut pas faire abstraction de la situation. Ne serait-ce parce que ça a changé la manière dont on travaille tous aujourd'hui. Du coup, et encore plus si on est dans la santé, je pense qu'il faut quand même préciser un petit peu, je ne sais pas exactement dans quel domaine, Nicolas, vous travaillez, mais voilà, c'est pas forcément tout un paragraphe larmoyant sur il faut surtout pas aller sur le nombre de morts, le truc, le machin, mais juste de dire un petit peu en quoi cela peut impacter votre activité ou en quoi vous êtes concerné aussi par la situation et face à ça, vous travaillez comme ci, comme ça. Pour moi, c'est opportun de pas faire abstraction de la situation. et du coup, de manière plus large, lui, ce qu'il dit, effectivement, c'est. Après, c'est vrai que ça se comprend ce que tu dis, Nicolas. Il dit, n'est-ce pas stratégique d'éviter de suivre le mouvement mainstream et de prendre le contre-pied? Bon, voilà, après, faire comme tout le monde, c'est accepter de n'avoir aucune différence avec ses concurrents. Oui, oui, bah c'est ce que disent certains chroniqueurs ou commentateurs, hein, que voilà, là on tombe un peu dans les bons sentiments de tout le monde sur la situation. C'est pour ça que il n'est pas forcément question de commenter point par point la situation, mais juste de ne pas faire comme si on était dans un monde qui n'avait pas changé et dans une manière de travailler qui n'avait pas changé et où des gens n'étaient quand même pas impactés. Donc c'est juste ramener un petit peu d'humanité dans le discours d'entreprise qu'on va tenir. Si je résume par rapport aux conseils qu'on a vus ensemble, donc dites ce que vous faites en assurant une cohérence du message pour l'interne et l'externe.
Informez de l'évolution de la situation avec humilité et transparence. Ne coupez pas les ponts avec vos parties prenantes et profitez pour raconter votre histoire, vos valeurs. Vous préparez l'après-crise dès maintenant, on l'a vu en interne et en externe, et évitez les erreurs de communication en restant fidèle à l'ADN de votre marque. Voilà, je pense que c'est un petit peu ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Et évidemment, garder le moral parce que, comme nous dit notre cher Premier ministre, le déconfinement, ça n'est pas pour demain matin. Voilà, gardez le moral. Oui, Je suis ouverte à vos questions. c'est vrai qu'il a dit ça ici. Parce Ouais. que, effectivement, je pense que c'est le bon moment pour prendre des questions. Je vais même, si ça vous, enfin, voilà, si certaines personnes veulent prendre la parole, je peux vous passer la parole exceptionnellement là sur le webinar. Donc, n'hésitez pas à me faire signe si vous avez des questions. Mais c'est vrai que il avait donné ce matin, effectivement, le confinement, ça n'est pas pour demain. C'est la communication qui a été faite ce matin. Ouais. Voilà, enfin, l'idée, c'est de dire que, encore une fois, c'est pas nous qui avons la maîtrise de la sortie de crise. Donc, on peut pas s'inventer apprenti sorcier. On dépend de ce que va décider le gouvernement. Et, du coup, c'est un petit peu là-dessus qu'il faut qu'on soit vigilant sur la manière de communiquer. C'est que voilà, on n'a pas les clés à l'heure actuelle et qu'il faut qu'on arrive à mobiliser, à se mobiliser, à mobiliser les équipes, à rester présent, rester optimiste dans cette période où on navigue un petit peu dans le flou. Et alors, c'est vrai qu'il y a Marjorie qui, justement, évoque, elle est responsable donc pub et marketing. C'est vrai que c'est pas toujours facile d'être force de proposition quand sa direction, quand sa direction vous met au chômage partiel. C'est frustrant. Oui, c'est vrai qu'il y a peut-être plein d'idées qui bouillonnent, mais voilà, quand tu es mis au chômage partiel, ouais, c'est vrai que c'est complexe. Oui, oui, c'est sûr. Après, ça, c'est des décisions d'entreprise. Ben, il faut profiter. Hein. Je veux dire, si on est au chômage partiel, il faut en profiter bah, profiter de sa famille. Hein. Je ne sais pas que dire de plus ou se former. Mais c'est vrai que la force de proposition, ben, ça viendra un petit peu après. Parfois, de prendre un peu de recul et de tout arrêter, ça permet aussi d'avoir d'autres idées qui. C'est comme les vacances, quoi. Ouais, On c'est revient un peu plus frais et dispo. Mm. il y a Christophe aussi qui a une question intéressante. Christophe, je peux te passer le micro, enfin, tu es disponible? Parfait, je te passe la parole. Tu nous entends, Christophe? Yes. Moi, j'entends pas Christophe. Non, pour l'instant. Tu nous entends? C'est bon ou pas? Ouais, c'est bon, on t'entend. Tu avais une Super. question, du coup, c'était une remarque qui était intéressante. Oui, merci en tout cas pour le séminaire et pour la présentation de Sophie, c'est vraiment intéressant. Je me posais la question, parce qu'effectivement, je suis comme vous, je vois passer toutes ces boîtes et tu te dis, mais il y a du greenwashing à tire-larigot. Je me disais peut-être, alors c'est particulier au B2B aussi, moi je suis vraiment du monde du B2B, je me disais que finalement, c'est ce que j'essaye d'appliquer à moi-même, c'est d'être assez discret, de partager des infos qui me semblent utiles, mais finalement d'avoir une communication limitée en one-to-one, soit par mail, soit essayer. Je me rends compte que autant c'est difficile d'appeler les gens, autant en ce moment, il y a moyen de les joindre et ils vous accordent du temps et essayer de parler plus et donc d'être très personnalisé et one-to-one plutôt que one-to-many et d'arroser. Voilà, peut-être c'est une stratégie de contre-pied. C'était ça ma question. Ouais, bah oui, oui, c'est intéressant et c'est un petit peu. Donc, je ne sais pas si vous parliez particulièrement des marchés des prospects, mais ça peut être une technique aussi. C'est pour ça que euh, il faut un petit peu innover et se dire aussi, bah, si moi, quand je suis dans cette situation-là, comment j'ai envie qu'on m'aborde et on n'est pas forcément fermé à toute discussion et à tout démarchage. Il faut juste que ce soit fait, comme vous dites, avec les bons mots et peut-être avec la bonne approche et peut-être qu'une approche personnalisée, une approche un peu plus euh, confidentielle aura plus de chances d'aboutir en ce moment. Mm. Ok.
Alors, Merci merci. Christophe. Ouais, je partage Merci ce point, beaucoup. Merci. c'est intéressant. Merci. Non, mais c'est vrai que c'était. Voilà, c'est riche, hein. Ouais, merci beaucoup en tout cas. Un grand merci à tous. Je pense que on a fait Merci, le oui. tour. Je vois plus de questions supplémentaires. Effectivement, il y a Alexandra qui partageait aussi, qui elle justement travaille dans le secteur de la restauration. Voilà, est-ce que c'est un moment pour les démarcher? Bon, c'est sûr, c'est ce que je te disais en démarrage, Sophie. Voilà, beaucoup de personnes dans l'événementiel aussi, dans Ouais. la restauration. C'est vrai que c'est complexe là de bosser. Après, c'est peut-être un autre sujet, hein, du coup. Non, bah c'est un Ouais, petit peu ce que tu disais, c'est-à-dire que bah oui, ils vivent un moment difficile, donc il faut, c'est un petit peu, ça revient un petit peu à ce que Christophe disait également, c'est-à-dire que là, à un moment donné, si on les approche, il faut faire preuve d'énormément d'empathie et d'écoute et de voir par rapport à ce secteur-là ce qui est possible de faire. On voit qu'il y a beaucoup de chefs qui se mobilisent parce qu'il y a des questions évidemment financières et d'assurance. Bah, ça peut être comment aussi enfin, là je parle en tant que communicante, mais comment les aider justement à se mobiliser pour que cette crise sanitaire soit prise plus au sérieux par les assureurs et que ce soit un cas de force majeure ou je ne sais quoi. Et que, enfin, voilà, il y a peut-être des choses, il y a sûrement des choses à faire. Il faut juste trouver l'angle, le bon angle et la bonne manière. Mais par exemple, avec cette cible-là, c'est clair que de les appeler, surtout s'ils sont à la maison, de prendre le temps d'échanger, de les écouter, ça peut être un bon moyen de voir comment changer les choses sur le long terme. ouais, c'est vrai que tu l'as rappelé au début, hein, le mot crise fait que voilà, c'est aussi une opportunité. Donc, Mm. eh ben super. Écoute, en tout cas, un grand merci, Sophie. Je vois qu'il y Ben, a beaucoup de merci. retours sur le chat. Merci pour ce regard, ce partage d'expérience. Merci, Sophie. Webinaire très intéressant. Merci Donc, à vous pour votre écoute et puis n'hésitez pas, je vous ai mis mes coordonnées puis je pense qu'Alex, je ne sais pas, tu partages les présentations ou comment ça se passe, mais ouais, en tout cas, effectivement, moi, je pas de mettrai le. souci Mhm. pour partager, pour échanger. Et puis, comme je vous le disais en liminaire, c'est pas une science exacte, hein, donc tout ce que je vous dis, c'est mon point de vue, mon analyse, mon expérience sur le sujet. Évidemment que ça peut être challengé, évidemment qu'il y a des choses et qui sont pas inscrites dans le marbre et que, bah, comme je vous dis comme conseil, il faut évoluer en fonction de la situation. Bah, mon avis évoluera peut-être aussi en fonction de la situation, donc ne restons pas figés. C'est pas une science exacte, voilà. Gardons le moral et puis suivons ce qui se passe, suivons l'actualité. Et ouais, c'est vrai, on termine sur une note positive, hein, restons figés, mais c'est vrai que bah, ce qu'on essaye de proposer aussi pendant ces webinaires-là, c'est toujours faire intervenir des gens bah, qui ont du vécu, qui ont de l'expérience, un petit peu aussi que nous, on fonctionne au sein d'Emera, les startups avec lesquelles on bosse, bah, voilà, on vient chercher un petit peu cette expérience. Donc voilà, bah, écoute, en tout cas, merci beaucoup, un grand merci à toutes et à tous. J'ai rajouté le lien donc, de ton profil LinkedIn, Sophie. Donc, si les D'accord. gens veulent te contacter, ils le peuvent. Super. Et j'ai aussi partagé ton adresse mail. N'hésitez Parfait. pas à écrire à Sophie si besoin. Et puis, j'ai également voilà, rajouté le lien du webinaire qui aura lieu mercredi prochain sur comment nous avons passé 30 salariés en 100% télétravail en 2 jours, voilà, animé par Marine, qui est la fondatrice d'une de nos startups. Donc voilà, écoutez, en tout cas, merci à tout le monde pour votre participation. Un grand bravo à toi, Sophie. Et puis, la vidéo sera effectivement diffusée sur notre page Facebook et notre page YouTube. Très bien. Voilà, merci à toutes et à Merci. tous. À bientôt. Au revoir. Salut, salut, salut.